Bonjour. Cette séance, nous allons commencer le chapitre 4 concernant la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique chez les végétaux chlorophylliens. Alors, on sait tous que les végétaux chlorophylliens sont caractérisés par la présence d'un pigment appelé la chlorophylle. Et c'est ce pigment qui leur confère la couleur verte. Durant ce chapitre, nous avons comme objectif de connaître les différentes techniques d'extraction de la chlorophylle ainsi que la localisation de celle-ci dans la cellule. On va déterminer les propriétés des pigments chlorophylliens et préciser le rôle de ces pigments dans la conversion de l'énergie chimique en énergie, de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Ensuite, nous nous intéresserons aux réactions photochimiques pour comprendre ce mécanisme de conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Et finalement, on va comprendre comment la matière organique est produite durant la phase non photochimique, ce qu'on appelle la phase sombre. Alors, tout d'abord, on va connaître la localisation de la chlorophylle au sein de la cellule, mais pour cela, il faut d'abord l'extraire et connaître quelques-uns de ses caractéristiques. Alors, l'extraction de la chlorophylle consiste à broyer les feuilles des épinards et ensuite, pour cela, bien sûr, il faut les broyer dans de l'acétone. C'est un solvant organique. Ce solvant organique permet justement de dissoudre les substances, lipophiles surtout, et de les extraire sans les modifier chimiquement. C'est ça son intérêt. Dans notre cas, nous allons utiliser l'acétone. Après broyage, la solution est filtrée et on obtient ainsi la chlorophylle brute. La chlorophylle brute, en fait, est un mélange de plusieurs substances comme nous allons le voir par la suite. Et pour pouvoir séparer ces différentes substances, on va utiliser deux techniques. La technique de séparation par solubilité différentielle et la technique de séparation par chromatographie sur papier Whatman. Nous allons détailler chacune de ces techniques. Commençons d'abord par la séparation par solubilité différentielle. Alors déjà, c'est quoi la solubilité différentielle? La solubilité différentielle, d'après son nom déjà, c'est une différence de solubilité de constituants. C'est-à-dire chaque constituant, il a un solvant organique où il est le plus soluble par rapport à d'autres solvants organiques. Donc c'est cette propriété qu'on va utiliser pour comprendre ce qui se passe. Alors, on va soumettre un mélange à différents solvants organiques. Pour notre cas, nous avons le mélange, c'est l'extrait de chlorophylle brute. Et on va bien sûr ajouter un premier solvant qui est l'éther de pétrole. On va obtenir deux phases. Une phase supérieure, verte, et une phase inférieure, jaune. La disposition des phases dépend en fait de la densité des solvants organiques. Par exemple, ici, l'éther de pétrole a une densité plus faible que la solution acétonique, ou bien surtout de la phase acétonique. Dans ce cas, il va se positionner au niveau supérieur. Très bien. Alors maintenant qu'on a obtenu les deux phases, on va séparer les deux phases. On aura la phase éthérée et la phase acétonique. La phase acétonique, on va la laisser de côté et on va encore une fois travailler sur la phase éthérée. Alors, on va ajouter un autre solvant qui est le méthanol. Comme ça, on aura encore une fois deux fractions ou bien deux phases. La phase supérieure qui a une coloration vert foncé
et la phase inférieure qui a, pardon, la phase éthérée, voilà, vert foncé, et la phase inférieure, c'est la phase alcoolique. Très bien. Alors, la phase acétonique, en fait, elle correspond au xanthophylle et carotène. La phase alcoolique correspond à la chlorophylle B et la phase éthérée correspond à la chlorophylle A. Donc, cette technique a bien montré que la chlorophylle est un mélange de plusieurs pigments. L'exanthophylle, la carotène et la chlorophylle B et la chlorophylle A. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, ou bien la deuxième technique qui est la séparation par chromatographie sur papier. Alors, la chromatographie sur papier consiste à utiliser un papier spécifique qui s'appelle un papier Whatman. Ce papier a la particularité de faire migrer les solvants par capillarité. Alors, la technique en elle-même, qui est la chromatographie sur papier, consiste à séparer les constituants de la chlorophylle en les soumettant à deux phases. Une phase stationnaire qui est le papier Whatman et une phase inférieure, enfin qui est plutôt mobile, qui est la phase, ou bien la phase des solvants organiques. Le solvant migre le long du support solide. Les molécules du mélange ont ainsi des vitesses variées selon le degré de solubilité ou d'affinité de chacune par rapport au solvant. Alors maintenant, passons au protocole expérimental. On va mettre une goutte de chlorophylle à peu près à 2 cm par rapport à la partie inférieure du papier Whatman. Et on va la plonger, donc on va plonger le papier Whatman, on va le plonger dans le solvant organique. On va laisser quelques instants, puis on obtient le résultat suivant. Donc on voit bien qu'il y a différentes taches et il y a une partie qui est assez mouillée, donc on voit qu'il est un peu mouillé, qui correspond justement au passage du solvant à travers le papier Whatman. Après séchage, on obtient le papier selon cette forme. On voit bien qu'il y a différentes taches sur ce papier. Bien sûr, on va identifier ces taches. Il s'agit en fait d'ici de la chlorophylle brute que nous avons déposée au départ. Ensuite, vous avez la chlorophylle B, la chlorophylle A, l'exanthophylle et enfin les carotènes. On voit bien que la carotène est la molécule qui a été le plus entraînée par le solvant et que la chlorophylle B est la moins entraînée. Donc la carotène est encore plus soluble dans le solvant organique que nous avons utilisé par rapport à la chlorophylle brute. Alors maintenant que nous avons vu les différentes techniques d'extraction, on va passer à la localisation de la chlorophylle dans la cellule végétale. Donc pour cela, nous allons utiliser une plante qui est assez simple. On va prendre la feuille d'élodée, qui est une plante aquatique, et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la cellule. Comment elle s'organise la cellule. On voit bien que il existe des organites qui ont une coloration verte, qui envahissent toute la cellule ou presque toute la cellule. Il s'agit des chloroplastes. Alors, si on schématise cette vue, on voit que on a ici une cellule normale avec sa paroi, sa membrane plasmique, cytoplasme, les vacuoles et le noyau. Alors, il faut savoir que les chloroplastes, ils n'ont pas
on va dire, cette fixation, ou bien ils n'ont pas de place bien fixe au niveau de la cellule. Donc ils baignent dans le cytoplasme, mais ils ont la capacité de bouger et de changer de place selon certaines conditions, comme par exemple la présence ou l'absence de lumière. Alors pour bien voir ce mouvement, je vous invite à vous rendre sur le lien qui est affiché dans votre écran. Alors on constate bien que la chlorophylle est uniquement localisée dans le chloroplaste, c'est-à-dire ce n'est pas un pigment qui va envahir toute la cellule, bien tous les tissus. En fait, c'est des compartiments qui sont un petit peu ronds, ce sont des organites qui s'appellent les chloroplastes, dans lesquels se trouve la chlorophylle brute que nous savons avec les différents pigments, et c'est elle qui a certaines propriétés qu'on va voir par la suite, qui donnent les propriétés et qui donnent la coloration verte aux plantes. Alors ces cellules, en général, sont les cellules stomatiques. Ce sont les cellules que nous avons vues pendant les cours précédents, responsables des échanges gazeux. Alors, qu'en est-il de la structure et l'ultrastructure des chloroplastes? Cette image vous montre une cellule avec les différents constituants. Je précise que les colorations qui sont là sont des colorations fausses. C'est juste pour distinguer les différents constituants. On voit qu'il y a le noyau, des chloroplastes qui sont ici et qui permettent un petit peu de faire la photosynthèse. On va voir par la suite. Alors, vous avez le noyau, les chloroplastes, vous avez ici la vacuole au milieu, vous avez ici la mitochondrie, mais on va la voir par la suite. Vous pouvez les voir dans les cours de l'année prochaine pour tout ce qui est respiration. Et si on fait un agrandissement de ce chloroplaste, on voit qu'il est constitué de structures lamellaires. C'est comme si vous avez des lamelles à l'intérieur du chloroplaste. Ces lamelles, en fait, correspondent à ce qu'on appelle les thylakoïdes. Alors, dans ces thylakoïdes, donc dans ce chloroplaste, on peut distinguer la membrane externe, la membrane interne, les thylakoïdes. Alors, les thylakoïdes sont organisés sous forme de disques. C'est des disques qui sont empilés dans certaines zones et chacun de ces disques, donc cette empilation s'appelle un granum. Et chacun de ces disques a bien sûr une fonction dans la photosynthèse. On va voir par la suite. Enfin, vous avez l'intérieur, le stroma. En fait, comme si on pourrait un petit peu le comparer avec une cellule. Donc, le stroma, c'est un petit peu comme si on parlait de cytoplasme dans une cellule. D'accord? Mais en fait, c'est un stroma où on peut voir des molécules d'ADN. Ces molécules d'ADN ont la capacité de faire une synthèse autonome, c'est-à-dire permettre de synthétiser quelques protéines qui sont importantes pour la photosynthèse, indépendamment du noyau. Vous avez aussi des ribosomes, vous avez des grains d'amidon et ainsi de suite. Alors, ce qui nous intéresse nous surtout, c'est la partie granum. Alors, c'est dans ce granum-là qu'il y a différents thylakoïdes et c'est les thylakoïdes qui ont la capacité de faire la photosynthèse, comme on va le voir dans les prochains cours. Alors, si on fait un récapitulatif, donc on a ici la cellule, donc tout en haut, la cellule avec les différents constituants, le noyau, la vacuole, le cytoplasme et différents organites. Si on fait un agrandissement de cet organite, qui est le chloroplaste, on va voir qu'il y a différents thylakoïdes. En fait, le chloroplaste est constitué de différents disques disposés en granum. Ces granums se trouvent dans le stroma et chaque granum est constitué de plusieurs thylakoïdes. Et chaque thylakoïde est constitué
d'une membrane et d'un espace intrathylacoïdal qu'on appelle le lumen. Il faut bien se rappeler de ces différents termes. Thylacoïde, granum et surtout le thylacoïde, il faut bien savoir qu'il est constitué d'une membrane et de lumen parce que c'est là justement où se passe la photosynthèse. Alors, la séance prochaine, on verra d'abord les propriétés des pigments chlorophylliens et le rôle dans la conversion de l'énergie lumineuse. Donc, révisez bien vos cours et on se rencontre la séance prochaine. Bon courage.